Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ciné 3000. Je me retrouve aujourd'hui avec mes deux potos, mes deux compères à ma droite. Nilo, salut. Comment tu vas Nilo? Bah écoute, super, et toi, Habib? Très 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 bien. Et à ma gauche, Jules, bonsoir tout le monde. Il est là, lui. il est là ce beau gosse. Comment il va Jules? Ça va, Passé un bon week-end? ça va. Prêt à analyser, Prêt à Oh parler de là. cinéma? Il est prêt. prêt à cinématographer. Est-ce qu'on dirait pas à tout le monde que c'est la troisième ou quatrième fois qu'on enregistre l'intro? Peut-être. Et... Mais on va quand même parler tout de suite, donc on l'a déjà fait, mais on va vous faire croire qu'on l'a pas fait. On va parler de Frankenstein de Guillermo del Toro. My maker told his tale. And I will tell you mine. I remember pieces. Memories of different men. Alors, pour Frankenstein, donc c'est le dernier film Netflix, donc réalisé par Guillermo del Toro. En acteurs principaux, on a Oscar Isaac qui fait Victor Frankenstein, Jacob Elordi qui fait la créature, enfin qui fait, oui, fait Frankenstein, Mia Goth qui est Elisabeth et Christopher Waltz qui joue le mentor financier. Donc on a un beau casting pour ce Frankenstein. Le synopsis, pour faire court, bon, je pense que tout le monde le connaît, mais c'est une adaptation du roman de Mary Shelley, où un jeune savant obsédé défie la mort, ce qui engendre une créature sensible et dangereuse, puis affronte les conséquences morales et humaines de son acte. C'était vraiment court, j'ai cherché à faire court. non, mais on tu est fais bon. bien, c'est très bien, c'était parfait. Du coup, c'est la dernière production de Netflix, donc toujours surprenant de voir des réalisateurs aussi importants se retrouver sur cette plateforme. Le film a coûté 120 millions de dollars. Pour le box-office, bon, on le saura sûrement jamais, parce que Netflix ne partage jamais ces infos. Ils partagent jamais leurs Jamais, infos. ouais. Jamais. Ça, en vrai, c'est un peu un problème, hein, quand même. Bon, bah, ça, Ou s'ils les partagent, Ouais. c'est sur leur bon vouloir et on est obligé de les croire. donc du coup, Ils disent que c'est numéro un France. Tu peux pas les vérifier, quoi. Ouais, mais de toute façon, c'est la même rengaine pour toutes les plateformes, que ce soit Oui. Amazon, enfin toutes, quoi. Elles partagent Mhm. rien. Du coup, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Frankenstein de Guillermo del Toro? Dans l'ensemble, c'est un film qui se regarde bien. Je l'ai vu ce matin, là, du coup. Un peu pris par le temps, donc c'était un peu compliqué de le voir avant. Donc, à Process, moi, j'avais pas vu le Frankenstein qui a été fait. Du coup, je sais pas quand c'était dans les années 30, Ouais, il me semble. 40, je sais plus. Mais je l'ai pas vu. Donc moi, c'était un peu la première itération, quoi, de l'œuvre en tant que telle. Bon, t'en as entendu parler avec tout ce que t'as vu de la pop culture et tout, mais c'était la première fois. Écoutez, moi j'ai passé plutôt un bon moment, mais à résumer, j'ai trouvé que l'histoire est intéressante. Donc après, c'est sous-titré à la fin. Donc Frankenstein et le mythe de Prométhée. Moi, je me suis du coup intéressé au mythe de Prométhée. Donc c'était ce dieu qui allait donner le feu aux hommes et tout ça. Donc un peu ce rapport. Bon, on en parlera après de toute manière un peu plus. Mais du coup, ça m'a posé un peu toutes ces questions plus sur l'œuvre littéraire. Ça m'a donné envie de m'intéresser plus à ça. Parce que le film en tant que tel, je le trouve joliment fait. Mais un peu long pour... je sais pas ce que... Ça peut être le résumé de ta pensée, en tout cas au début. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas... C'est un peu compliqué de... T'as pas encore process bien le... Tout le process, ouais. Moi, c'est plus sur les aspects techniques où je me suis arrêté. Il y a des choses qui m'ont dérangé. Après, sur l'histoire en tant que telle, je l'ai trouvé... pas... Ça m'a pas parlé tant que ça, effectivement, au-delà de tout ça et au-delà de ce dont je me suis renseigné derrière. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de... Comment ça... En tout cas, ce que ça transparaissait, ce que ça m'a fait me ressentir... pas grand chose de dingue. Pas transcendé. Non, pas transcendé. Le jeu d'acteur, j'ai trouvé ça ok, mais
Ça Donc, m'a pas touché, quoi. C'est ton pas... avis à chaud, mid, on dirait. Je suis pas passé un mauvais moment, mais je le recommanderais pas à quelqu'un. Ok. Quoi. Je dirais pas à quelqu'un d'aller voir ça ou de perdre son... Non, pas perdre son temps, mais de regarder ça. Il y a de meilleures choses à voir en ce moment, je pense, au cinéma ou pas. Donc Ok. voilà, c'est mon avis comme ça à chaud très vite. Et toi, Jules, du coup, Sachant qu'est-ce que t'en as qu'il pensé faut dire que c'est un film Netflix. Oui, On l'a pas vu au cinéma, on l'a vu Oui. chez nous. oui, Moi, je l'ai vu dans le train. oui, voilà. Bah, après, moi, je l'ai vu dans de plutôt bonnes conditions, pour être très honnête, mais... Et toi, ça a joué sur ton expérience, Jules? oui, c'est mon expérience et moi, ça me fait toujours chier quand les grands réals comme Fincher, Cuarón et donc Del Toro, ils passent au petit écran après avoir fait des très grands films au cinéma, mais c'est qu'Hollywood ne voulait pas de son adaptation, ça coûtait trop cher. Donc, comme a dit Habib, 120 millions que Netflix a mis. Et moi, je suis allé voir toutes les adaptations de Frankenstein, c'est la 50e. Ah, c'est la C'est 50e. la 50e que en cinéma, sachant que Ok. il y a eu théâtre, Ouais. livre, bande dessinée, mais Ouais. depuis le roman de 1818, je crois, Oui, c'est c'est un ça. très vieux roman, c'est la 50e adaptation au cinéma. Et puis bon, bah, Del Toro, qui de mieux que lui pour le faire, Oui, il a toujours aimé les monstres, Ouais, c'est ça, oui. il est fasciné par les monstres, par la Mhm. marginalité, par l'attirance vers les monstres, parce que Frankenstein, on en parlera après, mais il y a Elisabeth, la nièce, qui est attirée par lui, enfin Oui. qui ressent une Oui, tu attraction. revois un peu les trucs qu'il avait déjà fait dans Shape of Water ou ce genre de trucs un peu, oui. Exactement. L'attirance, Donc après Hellboy, après le labyrinthe de Pan, Mhm. après la forme de l'eau, il Ouais. fallait passer par Frankenstein, sachant Ouais. que lui, ça fait depuis les années 2000 qu'il veut faire ça. Ok, donc c'est pas un, C'est quelque vraiment, chose c'était qui est- son but ultime, et moi je trouve ça dommage que Oui, ça finisse sur Netflix bah, et surtout que personne s'est mouillé à Hollywood pour envoyer ça. Mais en même temps, c'est vrai que Frankenstein, c'est quand même très vieux. Enfin, c'est... Ouais, mais bon, après, effectivement, qui d'autre que lui? Enfin, je veux dire, s'il y a sur un projet où moi j'aurais suivi Guillermo del Toro, c'est peut-être bien là-dessus, tu vois. Genre. Ouais, mais il le en- fait bien. Enfin... Mais son dernier film a floppé, Nightmare Alley, donc je pense qu'ils ont... Ah, un oui, peu plus putain, de c'est vrai, mal je à- l'ai pas vu en plus. Et aussi, c'est sa deuxième collaboration avec Netflix, je crois, parce que Oui. Pinocchio, Oui, pareil, Pinocchio, Pinocchio, ouais. c'était trop cher, et Ouais, c'est Netflix ont dit. C'était vachement bien, Pinocchio, soit dit en passant. C'était un film en animation, en stop motion. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et aussi, il avait fait un cabinet des curiosités, non? Il avait pas fait Oui. des espèces de courts-métrages Si, aussi si. pour Netflix? Si. Oui. Toujours des choses très étranges et très, Ouais. très belles. Et pour Et du parler coup- de l'esthétique, on. Bon. Est-ce que tu Ah, veux et pas nous Habib, donner... pardon, Non, tu veux pas nous donner vite fait ton Oui, ton petit toi, avis, comme ça, à un peu chaud, condensé, comme ça après on peut rentrer dans les détails du film tous ensemble. Ouais. Guillermo del Toro a bien mis sa patte sur un univers, enfin sur une adaptation hyper classique. Ça lui allait super bien, j'ai trouvé. Très bon défi technique au niveau costume, décor, très belle lumière dans les intérieurs. Le fait de filmer tout le film au grand angle pour apporter cette bizarrerie, moi ça me plaît toujours le grand angle. Même si parfois je me demandais est-ce que c'était des vrais acteurs, j'ai l'impression que tellement l'image était retouchée et saturée façon Netflix que on en reparlera, mais j'ai C'était l'impression les effets numériques qui étaient compliqués. de voir une sorte de cinématique de jeu vidéo parfois. Mais sinon, c'était plutôt long parce que le film fait 2h40. Le fait de le faire en chapitrage. Mais bon, c'est un film moyen en fait. Oui, ouais. C'est dommage que pour le film de sa vie, Oui, il nous si sort tu quelque dis chose que ça de fait plutôt 25 moyen. ans qu'il attend ça. Je préfère 100 fois mieux un labyrinthe de Pan, un mais Hellboy, mais ou même la forme de l'eau. Même Pacific Rim, frère. Pour Ou moi, même il Pacific lui met- Rim. il lui met une vitesse. tu Voilà. vois. Bah, après, t'es sur autre chose. T'es pas sur la même chose. Mais dans son style, en tout cas, Pacific Rim, qui est juste un film d'action ou quoi que ce soit, ouais, bien mieux exécuté, quoi, on va dire. Je trouve que tu sens sa patte. Mais bon, après, c'est pas les mêmes films. Mais... Et Habib Moi alors, donc c'était un film que j'attendais pas mal, parce que je suis, comme beaucoup, très fan du travail de Guillermo del Toro. J'avais adoré The Shape of Water. C'était un des films que j'avais... Un de mes films préférés de lui, puis même vous en avez parlé, Hellboy, Pacific Rim, c'est que des films que j'adore. Donc je l'attendais beaucoup, et malheureusement j'ai été un peu, pas déçu, mais peut-être j'en attendais trop. Ouais. Et j'avoue que dès le début du film, sur l'esthétique, alors on en parlera plus précisément tout à l'heure, mais c'est vrai que l'esthétique très Netflix, j'avais l'impression de voir, en fait vraiment aux premières minutes du film, je me disais mais est-ce que c'est vraiment l'esthétique Alors sur les décors on retrouve Guillermo del Toro,
sur l'image en tant que telle, sur le grain, je m'y retrouvais pas trop. Donc déjà, ça, c'est un point qui m'a un peu déçu. Après, l'histoire et les acteurs, j'ai trouvé ça vraiment... Bon, l'histoire, c'est vraiment l'adaptation du livre. Je crois que même c'est une des adaptations les plus fidèles. Les autres films sont pas aussi bien adaptés. Ok. Mais les acteurs, je les ai trouvés super. Mais ouais, moi, je pense qu'on est... J'en attendais peut-être plus sur l'histoire, le fond. En fait, c'était très basique au final. Malheureusement, tout était un peu plat et en fait, je me suis jamais vraiment été emporté par le film. Malheureusement, malgré le fait qu'il y avait vraiment les acteurs sont super, on en parlera plus tard. Et l'esthétique. Ah ouais, t'as trouvé toi, que tous les acteurs étaient très bons. En tout cas, le cast principal, Ah ouais. je les ai trouvés vraiment pas mal. Moi, je trouve Surtout Jacob Elordi. Ouais, moi je trouve que Jacob Elordi, du coup, dans Frankenstein, fonctionne vraiment. Après, moi, typiquement, Oscar Isaac, ça a été un peu plus compliqué, moi, j'ai trouvé. Ah ouais, moi J'ai trouvé que ça cabotinait un peu. En fait, Ok. c'est un film classique. Hmm. Il est classique Ouais. dans la forme, classique Oui, dans en fait, l'adaptation. c'est ça et aussi, c'est- c'est que... Et quand tu adaptes un monument, Ouais. je pense toujours que tu as peur. Tu es la 50e personne à mettre tes mains sur cette créature Oui, puis- mythique du 7e art. Et je pense que c'est dur de tenter des choses hyper Et originales. aussi, c'est aussi nous, tu vois, c'est quelque chose qui a nourri aussi, qui a la pop culture, donc c'est un mythe que tu connais, et donc du coup, t'as aussi pas franchement eu de nouveautés, enfin, où t'es pas du tout étonné à voir ce que tu vois à l'écran, enfin, moi j'ai pas trouvé ça, effectivement, quand t'es, sans avoir vu d'autres itérations de Frankenstein, juste avec tout ça, tu connais tout ce qui se passe, tout ce que ça représente. Bon, bah voilà quoi, c'est une énième adaptation. Mais c'est surtout, tu vois, je me dis, mais pourquoi du coup? Ouais. Pourquoi le faire maintenant? Qu'est-ce que tu y apportes? Et j'ai pas trop... Enfin, j'ai pas vu les choses que Oui. j'attendais, mais Ouais, c'est peut-être j'ai ça pas aussi. réussi à avoir les réponses de pourquoi il a fait ça. Enfin, pourquoi il a voulu adapter le film. Et du coup, dans le... en fait, j'arrivais pas à voir son intention derrière le fait de faire Frankenstein. Après, on retrouve tout ce qui est filiation, père, enfant, enfin... On y est bien dedans, tu vois. C'est des thèmes qu'il a déjà abordés avec Hellboy. Donc on s'y retrouve dans du Guillermo del Toro, mais c'est vrai que, ouais... Bah, ce qu'il apporte, c'est qu'au final, c'est un peu la vie qui gagne. Parce que, et aussi plus une fascination de la créature que peut-être que les autres réals et les autres personnes qui ont adapté ont moins. Parce que lui, il aime cette monstruosité, Ouais. il l'aime. Et c'est qu'au final, le rapport filial, donc ouais, créateur-créature, c'est sur ça qu'il voulait travailler, lui, c'est ce qui l'intéressait. Mais surtout que ça, après, bon, ça c'est plus quand on parlera du film, mais moi je trouve que je le comprends pas trop aussi. C'est là où je trouve que c'est pas hyper bien exécuté. C'est que du coup Oscar Isaac rejette cette créature parce qu'il la trouve inintelligente et ratée. La première fois quand il est, Ouais. quand il est en bas. Et je comprends pas pourquoi quand il se rend compte qu'en fait c'est une créature intelligente et douée de conscience ou de quoi que ce soit, il la rejette encore plus. Enfin, il décide de s'en affranchir totalement, quoi. Il a déjà décidé que c'était une monstruosité sans jamais lui donner jusqu'à la toute fin, tu vois. Mais Tu veux dire quand il la poursuit tout le long du film? bah oui, mais quand il revient le voir, ouais. Oui. C'est que, en fait, quand tu veux tellement quelque chose, c'est ça, c'est le créateur qui délaisse son jouet une fois qu'il l'a eu. Et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, et peut-être ça parle aussi de la vanité humaine et qu'au final, c'est un peu cynique, c'est que tu veux énormément quelque chose et quand tu l'as, bah, tu t'en désintéresses presque instantanément à partir du moment où tu peux l'avoir. Donc lui, il crée sa chose, elle ne lui convient pas, donc il la rejette. Ça parle aussi peut-être d'acceptation, tu vois, c'est le thème de Guillermo del Toro, mais d'accepter la marginalité. Ouais. Il se rend compte que sa créature n'est pas intelligente, elle est au stade du nourrisson. Et il la délaisse tout de suite, il fait même pas l'effort de venir vers elle. Donc c'est peut-être ça qu'il voulait traiter aussi, accepter les autres et travailler une relation sur le long terme. Après, c'est vrai que le Frankenstein, là, du coup, il l'adapte. Ce qui est plus rare habituellement, parce que le Frankenstein, habituellement, c'est vraiment le méchant, violent, bête. Et là, pour le coup, on ressent l'amour de Guillermo del Toro pour Frankenstein, parce que tout le long du film, au final, lui, il veut juste vivre une vie normale et être accepté. Et sur ça, c'est vrai que c'est intéressant, sur ce point-là, parce qu'il adapte Frankenstein d'une autre façon qui est fait habituellement.
Mais ça, en fait, pour moi, ça reste intéressant, mais assez basique aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a vu des milliers de fois, quoi. Donc c'est beau et la fin du film est belle, mais est-ce qu'on dépasse le propos habituel sur oui, il a rien fait de méchant, il a tué personne. Enfin, c'est juste les humains sont méchants envers lui. Bon, ça m'a. Bah, dans tous les films de Guillermo del Toro, les monstres sont les gentils et ce sont les humains qui sont le mauvais fond. Mais alors, plusieurs choses dans le truc. Oui, c'est ça, c'est l'acceptation de la différence. Oui. Et les monstres sont la plupart du temps des êtres qui souffrent et les humains leur en veulent. C'est ce qui nous fait à chaque fois. Mais moi, ce qui m'a. Et au final, moi, j'ai préféré. Donc, le film est structuré en 3 parties. Introduction, la partie avec le créateur et la partie avec la créature. On suit leur point de vue à chaque fois. Moi, limite, en fait, j'ai préféré l'aspect du créateur. On se rend compte pourquoi il est amené à créer ça. De la créature, tu vois. Pour faire revivre sa mère, pour montrer à son père, les deux sont décédés, mais lui montrer qu'il est un peu grand scientifique que lui. Et alors qu'une fois qu'on est avec la créature, et c'est une sorte de récit d'apprentissage de la vie, moi je trouve ça moins intéressant. Le créateur, j'ai vraiment aimé, moi j'ai bien aimé la performance d'Oscar Isaac pour le coup, qui est en fait tu suis un mec plutôt horrible au final. Ouais. Ah bah oui, non mais c'est effectivement c'est une personne horrible. Mais tu vois, moi j'ai préféré justement un peu c'est là où je trouve le cœur du film, parce que je trouve que le début c'est un peu un truc un peu classique où tu vois effectivement le mec un peu savant fou qui a été maltraité, qui a besoin de prouver, d'être, d'avoir une gloire ou de ce besoin de reconnaissance. Et du coup, justement, moi je trouve que le point de vue de la créature est beau et intéressant de se voir un peu cette naissance d'une monstruosité et cet apprentissage de la nature et de la nature humaine, de la nature animale, de tout ça. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Moi je me suis plus fait emporter par le film à partir de la deuxième partie, tu vois. Et du coup, on a tous les deux, Nilo et moi, avons donné nos avis sur les acteurs qu'on a. Enfin, moi, je les ai trouvés plutôt bons. Nilo était un peu moins convaincu, notamment sur Oscar Isaac. Mais toi, du coup, à part Oscar Isaac, est-ce que le reste du cast a. Franchement, Ouais, Jules, ils font le job. Hein. Christophe Waltz, il est en. Oui, il fait du classique, en tranquille. Oscar Isaac, qui joue un créateur fou, il l'a déjà fait dans Ex Machina. Ex Machina, ouais. C'est ça. En fait, moi, il y a 10 ans, on l'avait déjà vu comme ça. Donc lui, il maîtrise aussi. Bon, lui, c'est un acteur, il est quand même assez bon. Mia Goth. Mia Goth, moi, j'ai compris après, en me renseignant, mais elle joue la mère et la fille, la nièce. Et c'est cette pulsion de vie parce qu'en fait, il est animé par une pulsion. Lui, il veut créer la vie, mais il est en même temps animé par une pulsion de mort. Et à chaque fois, c'est que ce soit sa mère et la nièce qui lui amènent la vie, mais au final, il s'en délaisse et il préfère aller vers la créature. Mais bon, le jeu des acteurs, franchement, ils font le job. J'ai pas été transcendé, même Jacob Elordi. Moi, j'ai trouvé qu'il le joue plutôt bien. Il est bon, hein, quand même. Oui, alors, dans le design de la créature, ce qui m'a dérangé. Par contre, j'ai pas aimé le design de la créature. J'ai pas trop aimé non plus. Et puis, quitte, le film est plutôt gore, parce que Netflix, on peut se permettre des choses. Il aurait dû être à poil. Enfin, ou je sais pas, mais le fait que la créature soit ça enlève de la monstruosité à la chose. Oui, puis il est trop beau. Mais justement, il est trop beau. Il est trop beau. Moi, je suis pas. Justement, tu vois, il est encore plus beau. En fait, je trouve que c'était un choix marrant parce que du coup, Jacob Elordi, souvent, il est utilisé dans les films, donc par exemple dans la série Euphoria, il est aussi beaucoup utilisé pour C'est un sex symbole. Ouais, pour sa plastique. Et là, je trouve que c'est un beau contre-pied d'utiliser Jacob Elordi en lui mettant toutes les cicatrices et en le rendant aussi moche, tu vois. Mais ils le rendent pas si moche en vrai. Il est quand même très beau. Sa tête, il a quoi ? Il a 3-4 cicatrices. Ouais, mais tu le reconnais partiellement quand même. Je le reconnais. Moi, je le trouve pas si beau que ça. Moi, je trouve qu'il a des cheveux. Enfin, tu vois, pour moi, Frankenstein, ça doit être un truc un peu. Enfin, il doit rester monstrueux dans le sens où il doit instiguer la peur. Alors, il le fait, tu vois, pas parce qu'il est grand, il est imposant. Et oui, bon, il est blafard, quoi. Mais après, le propos du film aussi, c'est de faire l'homme parfait. Donc, il fallait qu'il ait un peu ce côté quand même beau, tu vois. Oui, mais une plastique parfaite, parce que 1m96, le mec est musclé de partout. C'est vrai qu'il fait un peu statue grecque. Et moi, ce que j'ai pas compris, je m'attendais vraiment à voir
Tu m'as dit Frankenstein, il avait l'air d'être plutôt long. J'ai pensé à son collaborateur de toujours, qui fait dans le labyrinthe de Pan, vous savez, le monstre aux yeux. Celui qui fait Abe, Voilà, Abe Sapiens, là, dans Hellboy aussi. Voilà, dans Shape of Water, il fait oui. ce mec hyper longiligne, dont j'ai oublié le nom parce qu'il n'est pas connu, parce qu'il est toujours sous un costume. Je sais pas pourquoi il a pas pris lui. Peut-être que peut-être que Netflix a dit qu'il fallait un petit Jacob pour amener de l'audience, et que si c'était un nobody derrière, enfin un nobody, une personne dont on connaît moins. Peut-être qu'il est plus vieux, je sais pas, il voulait peut-être... Il s'appelle Doug Jones. Doug Jones. Il ressemble à quoi? C'est l'acteur fétiche de Guillermo pour faire les monstres. Faire les monstres en longueur. Et moi, ce qui m'a dérangé, pour parler maintenant plutôt structure scénaristique et découpage, dès le début, quand dans un film, le personnage me raconte une histoire qui s'est passée dans le passé et que je vois le personnage en train de la raconter, ça me sort du film, parce que je sais que tout ce qui va se passer, ça va se passer pour qu'il arrive là, donc il ne sera pas en danger de mort. Je ne vais pas me poser de questions. Ouais. Donc là, on a le créateur qui raconte son histoire de comment il a fait sa créature alors qu'il est mal en point. Je me dis, si on est arrivé là, c'est que à chaque fois, je n'aurais jamais peur pour lui s'il y a une explosion. Et moi, ça me dérange, ça me sort du film. Je trouve que je suis d'accord avec toi, moi aussi généralement, mais sauf que là, moi je trouve que... Alors je sais pas si c'est fait pour ça justement, mais de jouer avec le fait qu'il a perdu sa jambe, tu vois, ce genre de truc. Du coup, tu te dis, ah putain, on va savoir comment... Du coup, alors oui, t'as pas peur pour sa vie, mais t'as quand même aussi ces trucs de, ok, comment ça va se passer pour qu'on en arrive là aussi, tu vois, et que, il arrive pas effectivement juste en mode, il a passé la porte du bateau en mode, putain, je me fais... Tu vois, il y a quand même des trucs... Tu sais qu'il va lui arriver des choses, et t'as quand même un peu cette curiosité de savoir ce qui arrive. Je trouve ça un peu paresseux dans la structure. Enfin, même la après, structure, je suis d'accord avec toi. Dans l'ensemble, je suis un peu d'accord avec toi. Moi aussi, c'est le genre de truc qui me sort un peu. Tu te laisses pas avoir par la curiosité, ou t'as un peu moins dedans, quoi. Et dans le scénario, on voit à peu près tout venir. Toutes les relations sont un peu cousues de fil, mais après c'est l'adaptation qui veut ça, et c'est pas grave. En fait, c'est classique. Ça, mais donc si le scénario est pas si important, après nous les décors, on a tous beaucoup aimé. Adoré, Les Guillermo, c'est les décors pratiques. Et les effets pratiques, ça c'est quand même assez bluffant. Numérique, c'était cata, mais pratique, oui, c'était... Les costumes. Les costumes. Le labo, il est magnifique. Oui. Le labo est incroyable. Et du coup, j'ai vu il y a une de scènes, le making of. Ouais. Tout est vraiment fait en vrai, quoi. Même les grandes piles là qu'on voit. C'est assez impressionnant, et ça se voit à l'écran. C'est vraiment beau. Ces séquences sont vraiment belles. 120 millions. 120 millions. Ouais. Mais ce qui est bizarre pour 120 millions, c'est que, alors, tout ce qui est pratique, comme le disait Nico, c'est parfait. Ouais, vraiment. Franchement, il n'y a rien à redire. Non, il n'y a rien à redire. Même les rues. Tout costume, même les. La tu peux toucher. La première créature là, qui est présente au cabinet de médecin, enfin devant les médecins aussi. Là, ce truc qui bouge, je pense que ça aussi c'était une marionnette ou un peu des deux, j'imagine. Je pense que c'est un peu des deux. Ouais, je pense que c'est un peu des deux. Mais tu sais, les costumes à l'enterrement, le costume les au mariage. Cercueils. Oui, les cercueils. Avec le visage et tout, vachement beau ça. De toute façon, l'esthétique, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. L'esthétique est très belle. Et même, on parlait du grand angle avant. Ouais. Vous, ça vous a un peu dérangé, mais moi, franchement, le fait qu'il ait assumé que chaque plan qu'on voit, c'est un plan grand angle, qui soit proche, qui soit loin, et qu'il assume ça donc pour amener cette bizarrerie du grand angle et de casser les formes, et que quand on est prêt, ça nous fait un peu déformer. C'est classique, mais moi, je trouve que ça fait toujours son petit effet dans l'esthétique. Au moins, c'est pas un champ contre champ tout plat. Moi, ma question avec le grand angle, c'est est-ce que c'est dans le cahier des charges de Netflix, tu vois? Je ne pense pas. Je me dis, est-ce que Netflix... Non, il n'y a pas de grand angle. Ouais, mais est-ce que du coup, pour avoir parce que toutes les scènes sont chargées, il y a énormément de choses à voir. Je me dis, mais est-ce qu'ils considèrent que du coup, ça va être vu sur téléphone, que ça va être vu sur tablette, ça va être sur iPhone, sur petit écran de PC et tout, et que du coup, pour avoir le plus de choses à l'écran, on utilise ça, tu vois. C'est vraiment une question que je me suis posée en regardant le film. Ok. Ouais, mais connaissant Guillermo del Toro, c'est pas genre... Je pense pas qu'il soit fait dicter non plus. Ouais, je pense que... S'ils prennent Guillermo del Toro, ils savent que le mec, il a un univers qu'il y tient et qui va être radical dedans. Oui. Et je pense qu'ils sont tellement... Non, mais il y a un cahier des charges Netflix. Sur tous les films, forcément. Même sur des réals comme ça. Sur tous les films, parce qu'en fait, justement, il faut qu'ils prennent en compte que le film sera vu sur tous les formats. Okay. C'est pour ça qu'il y a un peu une hétérogénéité des films Netflix, tu vois, dans comment on les regarde.
quand tu regardes un film Netflix ou un film de plateforme, tu te dis, ok, ça se voit quoi. Je sais Comme les films à 24. Non, mais il y a un Ouais. truc, effectivement. Oui, comme les j'arriverai films à 24. Et parce qu'en fait, ils ont un cahier des charges, une norme en fait à respecter entre tous les Et films. ça, tu penses que vraiment, en fonction de tous les réals, demain, t'as un. Ouais, ça c'est. Au Ils le moins au font niveau pour de tous les la réels. technique et du ratio d'image, comme je lisais sur internet, quelqu'un qui disait qu'il s'y connaissait, qu'il soupçonnait Netflix d'avoir croppé le ratio d'image, que normalement ça aurait pas dû être diffusé comme ça, et qu'ils ont un peu zoomé dedans pour que ce soit agréable sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton téléviseur, sur ton ordi, et qu'en fait Guillermo del Toro avait filmé vraiment un ratio assez large et éloigné, et eux ils ont rezoomé zoomé, dedans quoi. pour que ce soit aux normes partout. Et c'est vrai Mais qu'il ils y a sont quelques capables de plans, faire je ça. me suis demandé, parce que j'étais un peu effectivement aussi en mode. Il y a des plans, ils sont cadrés bizarrement, tu te dis, Ouais. connaissant le mec, qui est quand même un Oui, niveau c'est un esthétique, monstre. Oui, c'est un il monstre. se place là, Ouais. c'est un monstre, Ouais. Guillermo del Toro, vous l'avez. Il est Euh, fort. Très, très fort. Ouais, donc ça pose des questions, donc les réals et Netflix, mais au moins ça lui permet de s'exprimer, mais c'est tellement dommage que ça sorte pas au ciné. Mais moi maintenant, Ouais. on a un peu vu tous les aspects du film. On peut maintenant parler du justement de Netflix et pourquoi, quel est l'intérêt de pas le sortir au cinéma. J'avoue, je comprends pas l'intérêt de sortir un film comme ça sur Netflix. Parce que le public qui va regarder ça, c'est plutôt le public cinéphile. Ouais. Vu le réalisateur, les acteurs, Mhm. c'est quand même un public qui va au cinéma, tu vois. Je sais pas si c'est un film qui va plaire au grand public Netflix, tu vois. Je sais pas si c'est ce film-là qui va plaire à tout le monde. Mais c'est quand même très abordable comme film. Il y a pas Il des... dure 2h30. Hein. Ouais, Il mais- dure oui, 2h30. Oui, mais ça reste mais les gars, abordable. Moi, je 2h30 sous Netflix, alors que tout est découpé en série. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un doute sur le fait que ça soit pertinent pour Netflix d'avoir des choses comme ça, tu vois. Mais Netflix, ils font ça parce que eux, contrairement à Amazon, ils vendent des Amazon Prime, ils vendent des. Leur but, c'est de vendre des lave-vaisselle. Eux, ils s'en foutent que leur film marche pas. Netflix, c'est leur seul revenu, enfin, c'est leur seule économie de marché, le fait d'être loueur de films et de diffuser des films. Et donc, pour que tu te dises, faut que je m'abonne à Netflix parce qu'il y a tel réal qui va le faire, faut qu'ils chopent le bon réal pour avoir un catalogue qui est bien, en fait. Et c'est pour ça qu'ils font ça. Eux, c'est juste, eux, ils vont dire, ils vont dire à leurs investisseurs ou à nous, public, ils vont dire, bah regardez, on a Guillermo del Toro chez vous, les gars. Moi, en fait, je pense que le Guillermo del Toro, c'est plus pour une question. Enfin, ce genre de film, c'est plus une question de prestige plutôt qu'une question de rentabilité. Oui, ou quoi Netflix, que ce soit, pour tu vois. Netflix, d'avoir, oui, totalement. c'est pour que Netflix puisse dire et séduire d'autres réals. Oui. Et qu'ils le fassent. Netflix sont plus rentables en faisant des Lupin et des Emily in Paris Oui. Bah oui, c'est pour ça. qu'en faisant un film. Tu t'abonnes Oui. pas pour un film, mais c'est pour dire, notre catalogue, il est quand même peut-être un peu mieux que celui de Prime ou de Disney+, ou de Paramount, Oui. Voilà, ou France oui, TV peut-être. / je déconne. Mais oui, c'est vrai. Mais dommage, du coup, Mais par contre, ils l'ont sorti en salle. Alors, dans quelques salles à Paris, je sais, à Lyon, pour le Festival Lumière. Oui, Aux États-Unis. En avant-première. En quoi. avant-première, Ouais, ouais. ouais, ils sont pas dispo. Aux États-Unis, ils l'ont sorti dans quelques cinémas, parce que maintenant, Netflix font... ils ont un cercle de cinéma où ils sortent les films. Aux États-Unis ou tu veux dire Aux États-Unis, ouais. ok. Et ça, je crois que c'est juste pour les films. Que les films aillent aux cérémonies des Oscars et ce genre de cérémonies, parce qu'en fait, s'ils sortent pas au cinéma, ils sont pas éligibles aux cérémonies, donc ils sont obligés de faire ça à Netflix aux États-Unis. Donc, ouais. Dommage qu'on n'ait pas pu le voir au cinéma. Probably looking at my eyes. How did that happen? Well, have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC? That's the bloody thing they're trying to ban. This guy is the best he has ever seen. Do you hate each other when you fight? Absolutely not. Nous passons maintenant au film Smashing Machine de Benny Safdie. Pour ce qui est du synopsis, Dwayne Johnson est Mark Kerr, légende du MMA des années 90, surnommé The Smashing Machine, tandis qu'Emily Blunt incarne son épouse Dawn Staples. Voilà, c'est le seul synopsis que j'ai pu trouver sur internet. Ah bon, il n'y a pas de synopsis sinon. Le synopsis, ça donne le nom des acteurs. Le film est sorti le 29 octobre 2025. Pour ce qui est du box-office US, parce qu'on n'a pas encore le box-office français, il a fait 8 millions de dollars de recettes en une semaine. Et c'est le premier long métrage en solo de Benny Safdie, parce que normalement, lui, il co-réalise ses films avec son frère Josh. Et donc, ils ont fait Good Time avec Pattinson en 2017 et Uncut Gems avec Adam Sandler en 2019. Je crois qu'il est sorti aux États-Unis, mais non, on l'a eu que sur Netflix. Non Peut-être. C'est possible. Mais moi, Good Time, pour moi, c'était cinéma.
Comme on l'a dit, donc c'est un biopic. Pour ne rien vous cacher, moi je me suis fait un peu avoir parce que quand on en a parlé, on avait tous un peu envie de le voir. Moi, j'avais pas compris que c'était un biopic. Ah bah moi j'avais pas très envie de le voir et après quand j'ai vu que c'était un biopic j'avais encore moins envie de le voir. Ah, tu pensais que c'était une histoire originale toi, au Ouais début moi aussi je pensais que c'était une histoire. Ouais, et en préparant mes notes avant d'aller voir le film, j'ai vu que c'était un biopic, du coup j'étais pas très chaud, mais au final, très bonne surprise parce que quand même Benny Safdie, pour son premier long solo et son troisième long avec son frère, il y a quand même une patte de réal, enfin c'est pas un biopic fait par un Yes Man, c'est pas un Aznavour, c'est pas un truc sur Bruce Springsteen, ce genre de... Voilà. C'est un peu du style le biopic de Rocketman avec Taron Egerton dans l'originalité, je trouve. Même si là, donc, avec les frères Safdie, on est plus sur le côté documentaire parce que le film, en fait, est inspiré du documentaire de 2002 sur Mark Kerr, le pionnier du MMA. Et Benny Safdie, il a vu ce film et en fait, il s'en est inspiré à mort. Il y a même certains plans qui sont repris plan pour plan. Tellement Tu il l'as voulait vu le docu, toi, ou pas du tout? J'ai vu les extraits. Ok. Et bon, je connaissais pas du tout ce documentaire et je pense que pas grand monde le connaît. Hein. Et personne en France, on connaît pas Mark Kerr, donc pionnier du MMA. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce biopic. Ce qui change, c'est qu'il a un aspect vraiment réaliste et l'aspect docu qui transpire par tous les pores du film, en même temps que la transpi de Dwayne Johnson. Ça, vraiment, moi, ça m'a fait tiquer tout de suite. Et personnellement, moi, j'ai vraiment bien aimé pour un biopic. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Ce qui était intéressant aussi, c'est que le biopic, il se focalise sur une certaine période de la vie de Mark Kerr, donc de Smashing Machine. En fait, je trouve ça intéressant, les biopics qui font pas... qui commencent pas à l'enfance et qui finissent... bref, à la mort du perso. Je trouve ça intéressant quand c'est un peu ramassé sur une petite période de temps, et là, c'est le cas. Moi, ce que j'en ai pensé, alors... J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un plutôt bon biopic. J'ai trouvé ça intéressant de découvrir un peu l'histoire du premier combattant MMA, surtout du fait de la popularité en ce moment du MMA, on en entend partout parler. Donc c'était intéressant de voir ça. L'aspect documentaire, je trouve qu'il se voit beaucoup, t'as raison. Moi, je l'ai surtout remarqué sur les combats. Parce que sur les combats, pendant le film, je me disais, mais c'est vraiment rare de voir un combat qui est filmé que de l'extérieur du ring. En fait, il est jamais dans le ring. Jamais dans le ring. Ouais. Et on est tous habitués à voir des combats dans le ring, Ouais. Rocky, Et Raging même Bull. le son, mais le son, la musique, les coups qui sont mis, c'est très enfin. Voire parfois, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de bruit de coups, tu vois, comme Ouais, comme un t'entendais documentaire. vraiment tout près, quoi, comme si c'était filmé au bord de C'est- terrain. Ce sont les combats les moins spectaculaires du cinéma, presque. Ah, moi je trouve que la façon de filmer les rend beaucoup plus violents que. Moi, je Mais trouve. on n'est pas Le habitué à bruit voir des ça, coups- c'est oui, ça en oui, fait. oui. À part si t'as vraiment vu un ring de Mhm. boxe Hmm. dans la vraie vie, t'es pas habitué à voir ça. C'est beaucoup moins esthétisé que Creed ou Rocky. Oui, non mais On est d'accord. sur un oui, truc oui, vraiment oui, plus, ça, on est d'accord. Oui, beaucoup plus documentaire. plus terre à surtout. terre, Oui, documentaire. oui. Et pour ses inspirations, oui, on est plus d'un film comme The Wrestler d'Aronofsky que d'un Rocky. Puis en plus, dans ce biopic et dans la vraie vie, le mec c'est un raté. Enfin, c'est pas un raté, mais il a pas réussi. Il a jamais réussi à gagner. Oui, Et c'est ça aussi moi que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on suit. Pour une fois, c'est pas le rise and fall à l'américaine. Là, il rise jamais. Il gagne il gagne un pauvre tournoi au Brésil, mais le tournoi qu'il faut gagner, il le gagne jamais. Bon, il rise quand même. Il arrive à se sortir de la dope. Oui, mais il gagne pas le final Oui, il gagne tournament. pas. Oui, C'est oui, pas la- voilà, si on arrive sur le fin du film, effectivement, le petit twist, c'est qu'il gagne pas, alors que tu t'attends au truc classique. oui, c'est pas la américain. success story C'est pas la attendue. success story, effectivement. Bon. Où tu vas te retrouver un peu avec Raging Bull, où au final, à la fin, c'est un raté, quoi. Jack LaMotta à la fin du film. Mais du coup, pour reprendre un peu ce truc pour dire un peu ce que j'ai pensé du film, ce côté documentaire, moi, j'ai pas vu l'intérêt d'adopter cette technique-là. Parce que du coup, si le documentaire existe déjà, pourquoi refaire un film Ouais. sous un Moi, je format savais pas qu'il y avait un documentaire? Mais j'avoue que je pense que le documentaire est plus intéressant, du coup, limite. Du coup, il y a ça qui me dérangeait, mais aussi, ben, tu vois, tu peux refaire un biopic. Enfin, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus. Le fait de faire un film, j'aurais aimé avoir un peu plus de la psychologie du personnage. Je trouve qu'on l'a pas tant que ça. On comprend un peu ses déboires, mais on n'est jamais à l'intérieur de ce que pense donc Mark Kerr, The Rock dans le film. Donc c'est là où je trouve que c'est dommage parce que tu n'utilises pas le film en tant que tel pour ce à quoi il sert. Ou tu vois par exemple Raging Bull qui va être aussi un biopic. Là tu vas un peu comprendre
tous les sentiments, tout ce qui fait que Jake LaMotta arrive là où il est, et en fait, ça chute après. Donc, ça, c'est un point du film qui m'a un peu déçu. Après, je trouve que quand même, tu arrives quand même à bien cerner qui est Mark Kerr et tout. Tu vois que c'est pas quelqu'un qui. Enfin, c'est quelqu'un qui aime la douleur, mais qui aime pas la violence en tant que telle. Tu vois quand il en parle avec la. Notamment, tu sais, la grand-mère ou avec les enfants. Enfin, c'est quelqu'un qui a. Même s'il a des déboires, et qu'il a été addict et tout, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est quelqu'un. Enfin, en tout cas, de ce que le film te transparaît, ça reste quelqu'un d'une personne bienveillante avec un bon fond, jamais, jamais là où trop torturé, trop avec cette envie de réussir, quoi. C'est juste quelqu'un qui est passionné par quelque chose et qui a envie de réussir dans son domaine. Oui, oui. Il veut être. Oui, il le dit souvent dans le film. Il veut, lui, la meilleure drogue, au-delà des amphétamines et autres, c'est la foule. C'est les 40 000 personnes qui scandent ton nom. Lui, il fait ça pour être vu et reconnu. Et juste, je revenais pour pourquoi ce biopic. C'est qu'en fait, donc c'est produit par le A24. Et donc, A24 proposait aux deux frères Safdie de faire chacun un biopic. Donc là, on a le biopic MMA par Benny. Et Josh, il va faire celui avec Timothée Chalamet sur un pongiste. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a ce biopic. Et après, vu comment Benny Safdie traite son film et sa réal, moi je pense il avait à cœur de faire ce truc. Parce que Mark Kerr, je pense que quand tu connais le personnage, on voit aussi les photos à la fin, ça devait être un sacré personnage. Et je pense qu'il voulait vraiment. Et le fait que le mec ne gagne jamais et que c'est un pionnier de ce sport, il a été hyper important pour le sport, et puis tout le monde l'a oublié. Celui qui est resté, c'est son acolyte un autre Mark, qui est triple champion de MMA, qui lui est resté et a tout gagné. Et Mark Kerr, il a été là au moment, il a fait vivre ce sport, il a poussé, mais au final, qu'est-ce qu'il a eu et qu'est-ce qu'il a reçu? Pas grand-chose. Et en fait, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait un peu plus cet aspect. En fait, quand tu vois les photos à la fin, et c'est vrai que ça avait l'air d'être un vrai personnage Mark Kerr en tant que tel, tu vois. Et je trouve qu'il est assez. Même si on en parlera après, The Rock est assez impressionnant dans ce film, je trouve qu'il est quand même assez plat comme personnage Mark Kerr, où Ah oui, mais j'ai pas de fulgurance de sa part dans tout le film, tu vois. Du coup, t'as peut-être dit la raison du pourquoi, c'est peut-être Dwayne Johnson qui est pas dingue. Je sais pas, parce que moi, il m'a vraiment transmis des émotions à certains moments, tu vois. Le moment où il est à l'hôpital, moi, il m'a vraiment touché, tu vois, à certains moments. Et Ouais, je sais pas, moi c'est pas du tout. Pas des masses en tout cas, moi j'ai trouvé que ça restait quand même au-delà de tout ça, de ce que ça raconte, ça reste un biopic qui est un peu classique, à part la fin, tu vois, ok, une tranche de vie sur un athlète. Après moi j'avoue que c'est pour ça au départ, moi je savais pas que c'était un biopic, on était d'accord, les histoires moi de tout ce qui est boxeur, sport de combat, quoi qu'est-ce, j'avoue que déjà de base c'est pas trop ma tasse de thé. aïe, 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 aïe. Je trouve que Aïe, 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 aïe. c'est souvent et trop souvent la même chose, malheureusement. Et pour moi, ça déroge pas à la règle. Moi, ce que j'ai aimé dans le film, et c'est le seul truc que j'ai noté, c'est les musiques, le son, parce qu'on parlait autour des rings, et notamment autour des combats. Les combats, bon, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas forcément marqué, mais cette musique, notamment, c'est une rythmique chaotique ou des percus. Souvent, sur le premier combat, ça m'a un peu comme juste les percus de jazz, mais uniquement ça. C'est vrai qu'en fait, maintenant que tu le dis, la musique jazzy pendle les combats, J'ai adoré. Oui, Moi, c'est un truc, ça m'a mis dedans et c'est un peu le seul truc que j'aimais. Après, tout le délire autour du sportif qui a des fêlures et qui s'en sort pas, qui a un truc. J'avoue que je pense que c'est plus intéressant de le voir en documentaire. Du coup, là dont tu parles, je n'étais pas au courant qu'il y en avait un qui était sorti en 2002, mais moi qui m'intéresserait plus. Mais j'avoue que déjà, moi, le MMA, ça me parle pas. Moi, j'ai typiquement la vie de la grand-mère dans la salle d'attente, donc c'est à partir de ça. Après, justement, le film, je pense qu'il essaie de te montrer aussi cet aspect, de te dire, bon, bah, ça reste du sport, et que c'est des gens même s'il y a une violence de tous les arts martiaux, ça reste quelque chose qui est avec des règles, notamment on le voit, de tout ce qu'il raconte avec le coup de pied dans la tête et tout, c'est de te dire que c'est pas un déchaînement de violence hardcore, même si, bon, ça l'était au départ et après ça a été je trouve que ça, oui, mais ça le reste quand même encore aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Sur la psyché du personnage, Habib disait qu'on n'allait pas assez dedans. Mais moi, ça m'a pas trop dérangé parce que
on se rend compte qu'au final, lui-même se rend compte qu'il ne pourra jamais être le meilleur. Et moi, c'est ça qui m'a touché, qui m'a vraiment intéressé. C'est comme dit Nico, les trucs de boxe, c'est un peu toujours pareil. Le rise and fall, je suis bon, je suis moins bon, après je redeviens très bon. Lui, il était très bon. Et aussi, dans ses interviews, c'est hyper intéressant. Il dit qu'il ne peut pas intellectualiser la défaite. Le journaliste japonais lui dit, si vous perdez, vous allez penser à quoi? Il dit, je ne peux pas, parce que je n'ai jamais perdu. Et le moment où il perd, où il se prend cette grosse défaite pas prévue, avec un côté illégal, parce qu'il s'est pris des coups à la tête qui n'étaient pas autorisés, ça le brise. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant. Il est brisé par cette défaite. Et s'il avait fait que gagner, il aurait pu aller très très haut. Mais juste à une défaite, tout est remis en cause, tout est foutu. Et c'est ce dont il se rend compte à la fin, pour son dernier tournoi, où il perd même pas en finale, il perd même pas en demi-finale, il perd en quart de finale, un truc comme ça. Il perd assez tôt dans le tournoi. Et Surtout qu'il perd parce que il y a toute cette scène où il est à terre et en fait il n'arrive plus à bouger. Et ce que lui dit son coach, il lui a dit non, mais je comprends. ça arrive à tout le monde, il a dit. Et oui, mais du coup là t'as un montage en cut où il pense à sa meuf. Il pense à tout ce qui lui est arrivé, à ses amis. Et non, et c'est le fait ça, que. je sais pas trop ce ouais. qu'il voulait essayer de. C'est qu'il a eu un de mettre blocage, là-dedans. donc il pouvait pas gagner, et il s'en rend après. En fait, il pleure un bon coup, et puis Ouais, mais après, est-ce que c'est après, pas après, juste- il sourit ouais. presque. Il sourit presque, qu'il se rencontre. Oui, parce qu'ils se disent que le plus important c'est peut-être sa meuf aussi, parce qu'il lui avait dit de pas venir. Il lui disait c'est le soir le plus important de ma vie et je veux pas que tu sois là parce que tu vas me déranger, parce que je vais être tout ça, parce qu'il y a tout Oui. aussi. Et il sourit jaune aussi. Après, dans la douche, quand il est là, il sourit une sorte de rire presque jaune où il se dit bon bah c'est mon ami qui va tout gagner, qui est en train de cette légende, et c'est pas moi. Et puis c'est comme ça. Mais tu vois, on l'a bien le Rise and Fall quand même aussi dans ce film-là. Oui, mais il y a pas eu le. Au départ, il est très bon, mais il gagne pas le gros tournoi en fait. Il le gagne jamais. T'as quand même tous les codes du film de boxe, de film de... Tu vois, par exemple, le training montage, on l'a, tu vois. On a le training montage dans... Oui, mais on l'a qu'une fois dans le film, et moi, pendant toute la première moitié du film, je me disais, je vois que c'est un docu. Enfin, il y a une sensation bizarre, c'est un film de boxe qui me paraît classique. Il a pas mis un seul coup de poing dans un punching ball, le mec. La première heure de film, Oui, il oui. n'y a pas une scène d'entraînement. Mais parce que Vraiment, elle arrive. Parce que tu le prends quand il est déjà très fort, tu vois. Et ça rejoint l'aspect docu de. Il y a certaines scènes, tu arrives dans les scènes, il se passe des trucs, les transitions entre les scènes sont bizarres, mais c'est cet aspect docu qu'il a voulu travailler. Je pense que le docu, c'est putain, il se passe un truc intéressant, j'allume la cam et je chope je chope à partir de la moitié. Et j'ai l'impression que certaines scènes, elles n'étaient pas raccord entre elles, mais je pense que c'est fait exprès, comme la caméra épaule, il n'y a pas un plan fixe Les dans zooms. le film. Les zooms aussi. Et les zooms, la caméra qui bouge, qui suit. Mais Et ça, c'est intéressant. c'est vrai que je me dis, par contre, avoir utilisé tout le truc de documentaire, mais de mettre le training montage qui est très, très langage film de sport, je trouve ça quand même... Enfin, je comprends pas trop l'intérêt C'est d'avoir un mis peu ça. bâtard, il est un peu entre les deux en fait. Ouais, c'est ça. Et ça m'a un peu parfois dérangé dans le film. Après, je vais pas bouder mon plaisir. Moi, les scènes training montage, ça me... Moi, je suis fan de Rocky, toutes ces scènes-là, j'adore, tu vois. Mais ouais, on a quand même eu le droit à ça dans ce film, tu vois. Après, ouais, moi, il y a un truc dont on n'a pas parlé depuis le début et qui est assez parlant je trouve d'un défaut du film, c'est la femme de... Ah ouais, toi tu trouves? Bah, je trouve que Emily Blunt, elle est malheureusement pas hyper bien utilisée dans ce film. Je la trouve plutôt vraiment très secondaire, quoi. Alors que Ouais, mais au final, c'est justement, la mais je base pense que de... c'est fait exprès. C'est justement ce qui montre, c'est que lui, tu prends son point de vue à lui, où il y a que la boxe qui compte. Elle est là pour lui, et elle en souffre, quoi. C'est typiquement. Tu vois, elle est utilisée tout le film comme quelque chose... Enfin, je trouve que c'est Elle est un plutôt peu... mauvaise pour lui. Bah en fait, c'est ça, elle est Il y a un utilisée peu tout le entre film. les deux, Mais non, mais mais c'est jamais justement- trop qui croire. Mais justement, mais parce que c'est le point de vue que t'as, c'est son point de vue à lui, et lui, justement, c'est ça, c'est que tout le film, t'as l'impression, tu te dis, bah, elle est mauvaise pour lui, et c'est lui, c'est ce qu'il comprend à la fin. C'est Bah, que non. après, dans le film, elle est vraiment montrée comme mauvaise pour lui. Oui, elle a quand même des actions hors du point de vue. Ah oui, mais parce que je pense que c'est qu'on a aussi beaucoup son point de vue, et que, mais mine de rien, elle est là, elle le suit, elle le soutient, elle est là pour lui, elle fait, tu vois, elle est à la maison. Mais ouais, mais tu vois que les Enfin, moments... à la maison, dans le sens, elle aide à la maison, quoi, elle est à la maison. Tu vois que les moments où ils sont ensemble, en fait, c'est très toxique, en fait, entre les deux, tu vois. Ouais, mais parce que justement, il y a plus de. Ça, c'est un problème de communication. Bon, après, classico-classique. C'est-à-dire que lui, il pense qu'au MMA, qu'à la boxe, et qu'ils n'arrivent plus à communiquer autrement que là-dessus.
Elle a peur pour lui, elle est tout le temps, tu vois. Moi, je trouve que c'est dommage que la seule femme du film soit un peu dépeinte comme ça, tu vois. Je trouve ça un peu... Je trouve parce qu'on que aurait je pu pense faire qu'elle est mieux pas- que ça, tu vois. Elle est pas que ça. Mais la scène la plus intéressante d'entre les deux, moi, c'est quand ils sont dans le parc d'attractions. Il est sorti de rehab, Oui. ils sont bien et tout, et au final, ils font pas les mêmes choses. Elle fait l'attraction sous coupe volante, et lui, il fait les petits chevaux. Et même là, dans ce moment hyper important pour tous les deux, ils sont pas ensemble. Et c'est peut-être ça aussi qu'il voulait montrer avec, Oui, avec sûrement, cette oui. toxicité un peu entre les deux que ça Ouais, le fait bah, pas tellement. sans être toxique, mais peut-être qu'ils arrivent pas à... Ils sont pas sur les mêmes longueurs d'onde et Ils ils sont, arrivent quand même pas. ils sont un peu toxiques l'un envers l'autre, quand même. La scène de presque suicide... Non mais oui, non mais, mais pour moi c'est pas de la toxicité, c'est de la Non, mais- détresse, c'est de la détresse Oui, totale. mais tu ce vois. qui amène à ça, ou les fois où elle lui crie dessus sans raison, tu vois. Il y a plein de fois où elle s'énerve après lui et on comprend pas pourquoi dans le film, tu vois. Ouais, mais En parce tout que cas, pour c'est moi, pas je vraiment pense que- décrit. Ouais, je sais pas. Pour moi, effectivement, mais pour moi c'est parce que tu vois son point de vue et que t'es sur uniquement son point de vue et qu'elle est là justement un peu, bah quand lui il est à la maison, et bah elle est à côté. Ouais, mais Et tu genre vois, en le... mode justement la caméra en fait tu suis lui, sa vie, ce deux boxeurs de MMA en mode. Oui, mais du coup, c'est censé être un film un peu documentaire, donc c'est censé être un peu impartial sur les deux, tu vois. Ouais, mais ouais, je sais pas. Mais justement, moi, je pense que ça montre aussi ce truc-là où lui, bah, sa vie, c'était que ça. Et il avait du mal à la considérer, à l'intégrer dans sa vie. C'est ce qu'elle lui dit à la fin. Elle lui dit, mais je suis jamais, je suis pas là, quoi. Tu m'intègres pas. Tu veux pas que je sois avec toi. Enfin, je veux dire, il est ultra violent aussi. Tu Oui, vois. mais tu vois, même là Dans sa- encore, c'est d'une toxicité énorme, quoi. Oui, oui, oui. Tu vois, genre, tu te disputes avec ta femme, tu pètes la... Oui, oui, non, mais on est porte. d'accord. Et Mais c'est parce que. On est toujours sur la limite de lui qui va la frapper, tu vois. On est toujours sur ce fil-là, Ouais, tu vois. ouais, sur ce fil-là. Oui, oui. Une à un des, moment une des donné, plus elle belles lui dit, destructions de porte du 7e art. Ouais. Mais J'ai d'ailleurs, adoré. elle est pas un peu cutée bizarrement, la scène. Ah, je Ah, l'adore. mais Je crois qu'on voit qu'il casse, et après ça cut Ah non, sur mais- elle, et après on voit que la porte est un défoncée. arrachage de porte, Là, mais j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça. Et en fait, de prendre The Rock, c'est presque un contre-emploi, parce que The Rock, c'est quand même à la base un lutteur pro. Le mec, il peut t'envoyer des backflips, des doubles, Ouais. je sais pas, bref, des belles Des figures de vrilles et lutte. tout. Et au final, là, il le fait juste, il le met par terre et il tabasse un mec à main nue. C'est ce qu'il fait, il fait que ça dans le film. Il prend un mec, il le ceinture, il le met par terre, il le tabasse dans les règles de MMA. Des gros Et- points dans le nez, là. Et il aurait pu utiliser, faire des choses, des machins, mais au final, c'est presque, tu pourrais croire que c'est normal de prendre The Rock, mais je trouve que c'est presque anormal. Je sais pas comment dire. Ouais. Mais il m'a touché à plusieurs moments quand même. Mais c'est un Mais bon acteur, The En Rock, fait, hein. mais je pense que la sympathie naturelle qu'on a tous envers The Rock, je pense que tout le monde a une petite sympathie naturelle envers lui. En fait, je pense vraiment que c'est l'utilisation de The Rock qui est intéressante parce que du coup, tu pars déjà avec un truc de sympathie envers lui au global, tu vois. Et qui est déjà utilisé. En fait, quand tu commences le film, t'as déjà ce truc-là envers lui, donc t'es pas loin d'être. Enfin, je trouve que cet emploi de The Rock est intéressant. Mention spéciale pour les costumes du film. Moi, Trois les caleçons t-shirts et- de The Rock, les t-shirts des années 2000. En fait, sur le travail documentaire de Benny Safdie, enfin, tu y crois à son univers des USA des années 2000, des années 90-2000. Le Les début décors, du film. les costumes et tout. Et même, enfin, ouais, moi, j'ai été pris dans la chose et ça passe aussi, je trouve, par les costumes surtout de The Rock. Ces t-shirts, tu sais, américains, manches très longues, col assez haut. Jaune, À un moment, il a un bleu, pull, à un marron. moment, il a un pull jaune. Ouais. J'ai adoré. Ouais, le pull jaune. Je trouve qu'il y a un vrai travail Ouais. vintage. Même Avec les, un jogging bleu. même les sneakers qu'ils ont très 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 codés. Tu regardes ça, tu dis, mais attends, ils mettaient ça à l'époque pour faire du sport. On comprend. Alors que maintenant, c'est ce qu'on met plutôt pour. Mais même, enfin, il y a beaucoup le Japon dans ce film. Et je pensais pas à ce point. Et au final, il y a peut-être la moitié du film qui est au Japon. Et les scènes extérieures au Japon, le Tokyo des années 90, je me suis dit, attends, mais comment ils ont pu reconstituer ça? Enfin, mais surtout au Japon, tu dis aux States, ils peuvent tricher. Mais là, les mecs, ils emmènent l'équipe de prod au Japon pour tourner en extérieur. Et ça, c'est aussi chapeau à Benny Safdie de se dire, bon, on va le tenter, ça va être plutôt bien fait. Et ça garde ce côté réaliste au film qui est presque docu, en fait. Et ça amène aussi à la fin que moi j'ai adoré. Moi elle m'a fait pleurer. Je sais pas pourquoi elle m'accueille. La scène du rire, C'est, enfin de la douche. non, la dernière, le brusque retour à la réalité. Ah oui, pardon. Oui. Donc le film se finit
Le film se finit au Japon en 2000 pour le dernier combat perdu de Mark Kerr. Et après, on récupère Phoenix 2025. Le vrai marqueur. Oui, avec- On est dans un supermarché Avec le vrai marqueur. et on récupère le vrai Mark Kerr. Ouais, je sais pas, moi ça m'a touché je sais pas, au plus profond. Et ça montre qu'il avait vraiment ça à cœur, Benny Safdie, de faire cet aspect docu et qu'il doit vraiment aimer le vrai Mark Kerr. Et qu'au final, tout ce qu'on a vu, bah, c'était vrai, ça s'est peut-être vraiment passé comme ça. Et moi, je sais pas, ça m'a touché. Ce brusque retour, on sort et on se dit, bah voilà ce qui est devenu. Il fait ses courses, c'est tout simple. Il a vécu tout ce qu'il a vécu. Et J'ai trouvé, en fait, Moi, ce que j'adore. j'ai trouvé bien, c'est que c'est mieux que de faire le classique écriteau de fin en disant Marker est aujourd'hui à Phoenix, il vit, il s'est dit, tu vois, tu le vois vraiment lui, t'as pas besoin de... En fait, c'est ce truc qu'on fait tous après un film où t'as vu un mec, un biopic et tu vas à la fin du film regarder, tu tapes le nom du perso, enfin de la personne au 2025, tu vois. Là, tu l'as directement à la fin du film et tu vois directement. J'ai trouvé ça cool, c'était un bon ajout. Et ça continue sur le thème du film qui dit que, enfin moi je trouve un des thèmes principaux du film, c'est que parfois c'est pas ton heure, c'est le destin, des fois il te prend, il t'emmène tout en haut, et là c'était pas son moment. Et le fait de le voir en vrai, que bon, sa vie elle a continué parce que ça n'a pas été son moment. Hein. Il a été pionnier dans un sport, il a été le sacrifié du MMA, on va dire. Oui, Parce oui, qu'il a raté le après, coche. il a été, oui, il est pionnier. Oui, moi, c'est pour ça que les biopics, je trouve ça à la limite plus intéressant dans ce genre de cas. C'est-à-dire que tu t'intéresses à des gens pas connus qui au final ont aidé à faire effectivement populariser un truc qui aujourd'hui maintenant est ultra mainstream. Bah merci à tous d'avoir écouté Ouais, ce merci petit beaucoup. podcast. Et à dans 2 semaines.